Bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine en France. D'abord, ces nouvelles accusations qui visent Patrick Bruel. L'animatrice Flavie Flament affirme qu'il l'a violée alors qu'elle était encore mineure. Les faits présumés remontent aux années 90. Le chanteur et comédien fait déjà l'objet de 3 enquêtes judiciaires en France et en Belgique pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. C'est un visage connu, l'animatrice Flavie Flament, qui vient s'ajouter au témoignage d'une trentaine d'autres femmes. À son tour, elle porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. C'est sur son compte Instagram qu'elle l'a annoncé hier. Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celle des autres femmes. Elle avait déjà accusé le chanteur de manière anonyme dans la presse. Cette fois, elle sort de l'ombre pour dénoncer celui qui a pillé son adolescence, écrit-elle. Les faits se seraient déroulés lorsqu'elle avait 16 ans. Elle raconte avoir été invitée après une séance photo dans l'appartement du chanteur. Il lui aurait alors offert un thé avant qu'elle ne perde connaissance. J'ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit et il me dit « Bon, allez, il est l'heure, je te ramène. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, je suis incapable de réagir. » Par la voix de ses avocats, le chanteur récuse fermement ces accusations. Patrick Bruel n'a jamais drogué Flavie Flament et ne lui a imposé aucun rapport. Il l'a rencontrée dans les années 90, ils ont une relation épisodique à l'époque. Patrick Bruel est déjà visé par 3 enquêtes, en France et en Belgique. On en vient maintenant à ce rapport qui devrait tous nous interpeller. Les personnes lesbiennes, gays, bi, trans ou intersexes sont de plus en plus victimes de paroles et d'actes de haine. Dans son rapport publié cette semaine, SOS Homophobie établit grâce à des témoignages recueillis plus de 1770 cas de violences faites aux personnes LGBT+. Bonjour à vous, Édouard Joanneau-Taylor. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes directeur de la communication de la fondation Le Refuge. J'en dis un mot à propos de cette fondation. Vous venez en aide aux jeunes victimes de discrimination, en particulier de ceux qui sont exclus par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. On va commenter ensemble d'abord ces chiffres et ce rapport publié cette semaine. Plus de 1070 cas, je le disais, de violence, d'actes de haine à l'encontre de ces personnes en raison de leur identité sexuelle ou de leur identité de genre. Quelle forme elles prennent ces agressions d'abord ? Alors ces agressions, elles prennent la forme, je pense d'abord qu'on connaît tous et toutes, c'est les agressions dans la rue, en public. Le rapport montre que plus de 40% des agressions ont lieu dans des lieux publics et c'est super important évidemment de le souligner, il y a un travail à faire à ce sujet. Mais en fait, ce qu'on remarque dans les violences LGBT-phobes, c'est qu'elles s'exercent aussi, contrairement à d'autres discriminations, jusque dans l'intimité du foyer familial. Donc ça va être évidemment à l'école, au travail, en ligne, mais aussi au sein même de la famille. Et c'est très important qu'on puisse avoir conscience de la dimension de cette problématique. Et il y a aussi un phénomène qui a été mis en lumière dans ce rapport, c'est celui des guet-apens. Il y a des témoignages qui reviennent de jeunes hommes, par exemple, qui vont sur des applications de rencontres, ce qui existe pour les hétérosexuels. Mais une fois qu'une rencontre se fait en ligne et qu'on accueille la personne chez soi pour un rendez-vous, ça se transforme en véritable piège qui se referme. Tout à fait, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a un sujet sur le mode de sociabilité pour les personnes LGBT+, et notamment pour les personnes homosexuelles, qui fait qu'on va aller à la rencontre d'inconnus. De plus en plus de cas ont été remontés, et ce rapport le montre bien. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait de concert avec les associations, les plateformes de rencontres aussi, et un rôle à jouer certainement par la puissance publique à ce niveau-là. Parce que ce qui motive ces gens-là, c'est clairement d'arriver, tabasser quelqu'un, simplement. Complètement, en fait. Alors, il y a évidemment des motivations matérielles aussi, voler, dépouiller une personne, mais en fait, il y a une expression très répandue, casser du PD, c'est ça aussi qui se joue dans ces moments-là de violence. Et évidemment, du côté des assos, on essaye de faire de la prévention, notamment auprès des jeunes. Le refuge, on accueille des personnes de 18 à 25 ans qui peuvent être utilisatrices de ces plateformes, mais il faut qu'on les accompagne aussi dans le bon usage de ces plateformes-là. Quand on voit qu'on en est là en 2026, on se demande forcément ce qui ne va pas. Il y a le travail des associations, vous le dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore davantage pour que les mentalités évoluent, changent et qu'on cesse de s'en prendre à quelqu'un en raison de son orientation sexuelle ? Je pense qu'il y a vraiment un éventail de mesures qu'il faudrait mettre en œuvre, à la fois du côté de la puissance publique. On travaille de concert aujourd'hui avec l'État et la puissance publique pour pouvoir avancer sur tout un tas de dossiers. Mais ce que montre le rapport de SOS Homophobie et ce que nous, on perçoit au quotidien dans notre exercice, c'est aussi qu'il y a un rôle des entreprises
à jouer. Les violences au travail, c'est aussi une question sur la place que les entreprises veulent prendre dans l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Il y a un rôle dans l'éducation nationale, mais donc dans les écoles privées publiques, à jouer aussi pour mieux accompagner les élèves LGBT+, à l'université, bien sûr, dans la rue. Et puis, on a évidemment un sujet, j'allais dire médiatique, alors je le dis sur un plateau télé, bien sûr, mais en fait, de sensibilisation au niveau global de la société. Parce que ce qui se passe dans les familles, ça vient aussi de ce à quoi on est exposé dans les médias, dans les films, dans la littérature. Et donc, évidemment, il faut qu'à tous les niveaux, en fait, il y ait une prise de conscience pour qu'on puisse continuer d'avancer. Le travail des assos là-dessus, il est évidemment fondamental, mais il ne peut pas se faire tout seul. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire de concert. Et côté politique aussi, vous en attendez? Bien sûr. Alors, évidemment, nous, on a la chance, aux côtés d'autres acteurs associatifs, de pouvoir travailler main dans la main avec la puissance publique, justement, pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Et on se réjouit du fait qu'il y ait des plans contre les guet-apens, pour l'inclusion au travail, par exemple, qui naissent ces dernières années, mais ils doivent être appliqués dans leur intégralité. Il faut des moyens à la disposition de ces plans-là. Et puis, à nouveau, il faut que le ruissellement, entre guillemets, de ces mesures jusque dans l'intimité des foyers, au travail, à l'école, puisse se faire réellement. C'est le rôle qu'on essaie de tenir tous ensemble. Il existe aussi des lois, Édouard Joanneau-Taylor, il faut le rappeler, deux lois adoptées en 2001, en 2003 notamment, qui ont élargi les domaines de vie sociale où les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle sont interdites. Mais est-ce qu'aujourd'hui ces lois sont appliquées et est-ce que la qualification homophobe est facilement retenue quand par exemple on va porter plainte? Alors vous pointez un sujet qui est vraiment fondamental, c'est que l'égalité, ce n'est pas qu'une question de droit inscrit dans la loi. L'égalité, c'est quelque chose que l'on vit, c'est une question d'expérience et c'est quelque chose que l'on doit faire vivre au quotidien. Et donc il faut que jusque dans les services de police, dans les services de justice, mais aussi pour toutes les personnes qui vont accueillir la parole des victimes, il y ait vraiment un travail de sensibilisation qui soit fait, de formation aussi, c'est ce à quoi on s'attelle en tant qu'acteur associatif. Et effectivement, c'est pas qu'une question de l'inscrire dans la loi, c'est comment est-ce que demain, on fait le dernier kilomètre de la protection en accompagnant les personnes qui viennent se confier et parler de leur expérience. Une forme de violence aussi qui est imposée aux personnes LGBT+, ce sont ces thérapies de conversion. Oui. Cette semaine, la Commission européenne, c'était mercredi, a annoncé qu'elle ne les interdirait pas, mais qu'elle poussait les États à le faire. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, vous, cette annonce? Écoutez, c'est un petit peu une annonce en demi-teinte, un peu mi-figue, mi-raisin, parce que on attendrait évidemment que jusqu'à l'échelle européenne, il puisse y avoir une ambition très forte. C'est un principe européen aussi de pouvoir accueillir l'autre, protéger l'autre, et notamment les plus faibles et les victimes de violences. On se réjouit qu'en France, ce dispositif, effectivement, soit banni depuis un moment maintenant. Il y a eu des débats aussi dans notre pays il y a quelques temps sur cette question des thérapies de conversion. Mais conversion, je le précise peut-être si ça n'a pas été compris, c'est tenter de pousser une personne qui a une orientation sexuelle à la changer par tout un tas de procédures différentes. Et en fait, il peut y avoir une forme de violence aussi par moment. Ce sont des violences par essence. On ne peut pas changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne en la contraignant à le faire, et surtout par effectivement des procédures qui sont parfois assimilées à de la torture. Donc véritablement, on attendrait, et c'est pour ça qu'il y a une mobilisation européenne aujourd'hui des associations LGBT+, que jusqu'à l'échelle de l'Union et de la Commission, il puisse y avoir cette impulsion-là aussi. Merci beaucoup, Édouard Joanneau-Taylor. Merci pour votre témoignage. Je renvoie aussi à ce que vous faites au sein de la Fondation Le Refuge. Vous accompagnez ces jeunes qui sont victimes de discrimination au sein même de leur propre famille en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Merci d'être passé par le plateau France 24. Merci à vous. Voilà pour la page de votre fondation sur l'écran. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. On en vient maintenant au réquisitoire dans le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne. Le parquet général a requis la même peine qu'en première instance, 7 ans de prison pour l'ancien président de la République, considéré comme l'instigateur et l'unique bénéficiaire d'un pacte de corruption avec le régime Kadhafi. Nathalie Pérez. En sortant de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy donne le change. Il sourit, salue les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tôt, le réquisitoire était pourtant cinglant. 7 ans de prison ferme requis à son encontre, comme en première instance. C'est à ses avocats qu'il va laisser la parole. Il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye. Il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy à cause de la Libye. Nicolas Sarkozy est innocent.
son élection n'a pas été biaisée. Mais les avocats généraux l'ont martelé. Il est coupable d'association de malfaiteurs, de corruption, de recel de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. Pendant 3 jours, Nicolas Sarkozy, droit sur sa chaise, le visage fermé, n'a pas eu un regard pour les magistrats qui portaient l'accusation. Pas même lorsque l'un d'eux affirme que ces actes ont sali la fonction de président de la République. Cette association de malfaiteurs se place au plus haut niveau de gravité que la République ait connu. Visiblement, la nouvelle stratégie de Nicolas Sarkozy n'a pas convaincu l'accusation. L'ancien président a chargé Claude Guéant, son plus fidèle collaborateur, absent du procès pour raison de santé. Il se serait fait piéger, a-t-il dit. Pire, il aurait été acheté par les Libyens. Pour les avocats généraux, Nicolas Sarkozy est le seul donneur d'ordre, celui qui a organisé le financement occulte avec les proches du dictateur libyen. Il est l'instigateur des faits et non celui qui a laissé faire ses collaborateurs. C'est seulement le 30 novembre prochain, dans 6 mois, que Nicolas Sarkozy connaîtra sa condamnation et s'il retourne ou non en prison. Tout autre chose maintenant avant de refermer ce journal, une image, celle de chevreuils qui tournent en rond de manière un peu folle. Vous le voyez sur l'écran, comme ivre, diront certains. Ce phénomène étrange est d'abord naturel et il arrive chaque printemps, notamment dans la forêt de Rambouillet, non loin de Paris. Écoutez les explications apportées. Un chevreuil, c'est un gourmet. Il va manger des petites quantités, mais de plantes très très nutritives, alors pleines de sucre. Ça va être le cas des petits bourgeons, ça va être le cas des jeunes pousses. Qui dit sucre dans l'estomac d'un ruminant, ça veut dire fabrication d'éthanol. Et cet éthanol, avec les autres molécules contenues dans ces jeunes plantes, vont favoriser finalement cette sorte d'éthylisme qu'on peut trouver chez le chevreuil au printemps. C'était donc une ivresse tout à fait naturelle. Voilà pour ces explications. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.